Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'accueillir deux personnes qui vont pouvoir nous faire avancer un petit peu sur ce qu'on sait ou sur ce qu'on croit savoir sur les appels d'offres. Donc, on va se présenter dans un premier temps. Laïa, je te laisse le soin de te présenter. Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cet échange avec nous autour des appels d'offres. Je suis Laïana Tou, chef de projet chez Organilog. Je m'occupe de tout ce qui est recueil de besoins, cahier des charges et je vais te laisser, Agathe, te présenter directement. Bonjour, donc je m'appelle Agathe Fouquet, je m'occupe plutôt du côté maintenance pour nos clients qui sont dans cette spécialité, mais je touche aussi à tout type de compte. Alors, ça commence bien. Je n'arrive pas à bouger les slides. Ça y est, pardon. Donc, ça commence, voilà, techniquement, chacun son truc. Donc, on va se présenter d'un point de vue plus global pour expliquer la raison pour laquelle on vous parle de ça aujourd'hui, pour légitimer notre expertise. Donc, nous, ça fait déjà un peu plus de 7 ans, près de 8 ans qu'on travaille vraiment sur de la gestion d'intervention. Donc, on a parmi nos clients beaucoup d'entre eux qui savent ce que c'est qu'un appel d'offres, qui travaillent dessus au quotidien, ce qui fait qu'on a pu croiser pas mal de situations assez différentes là-dessus. D'un autre côté, Laïa a une expertise particulière puisque je te laisse expliquer ton background là-dessus. Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans dans des entreprises de BTP où en fait j'étais chargée de projet, donc je répondais à pas mal d'appels d'offres. J'étais en direct avec les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. J'aurais peut-être dû compter le nombre d'appels d'offres auxquels j'ai répondu, juste pour situer, mais il y en a quand même pas mal, hein. Si vous êtes dans le BTP, je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Vous savez, la quantité qui sort chaque année. Et les entreprises dans lesquelles je travaillais étaient au niveau national. Ils n'avaient pas de limite régionale, donc ça fait un certain nombre d'appels d'offres. D'accord. Donc enfin, je vais en profiter pour poser pas mal de questions. Je laisse le soin à tous les participants de nous laisser les questions aussi dans la boîte de dialogue qui sera sur le côté. On reviendra dessus à la fin. Et on va avancer un petit peu. Alors, sans vouloir, je vous ai dit au début qu'on attendait 3 interlocuteurs en tout, donc moi incluse. On a un interlocuteur de choix qui va arriver d'ici un petit quart d'heure, qui a une expertise là-dessus assez avancée et qui pourra, je l'espère, nous donner quelques trucs et astuces. Donc, comme je vous le disais, on est surtout dans le monde de la gestion d'intervention. On gère de l'intervention avec de l'appel d'offres et surtout, on va pouvoir voir comment, déjà à la base, on peut décrocher ces appels d'offres. Alors, Laïanatou, est-ce que toi, au niveau de la veille, tu aurais quoi que ce soit de particulier à nous proposer? Oui, de façon générale, que ce soit pour des réponses à appel d'offres ou dans le business, de façon générale, vous savez qu'il faut être à l'écoute de son marché, voir s'il y a des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Et dans le cas des appels d'offres, c'est encore plus particulier puisque des fois, c'est des projets qui mettent des mois, voire des années à se préparer. Donc, vos concurrents sont peut-être déjà au courant. Donc, eux, ils ont pris le temps de se préparer. Donc, à vous également de jouer le jeu. Moi, ce que je faisais, c'est que j'étais en contact avec ceux qu'on a ciblés comme étant des maîtres d'œuvre d'activité. Donc, je pense que vous aussi, vous savez qui sont les acteurs dans votre secteur d'activité. Donc, faire un petit repérage de ces entreprises-là pour se tenir informé des projets à venir. Parce qu'un D'accord. appel, ouais, parce qu'un appel d'offres, en fait, quand il sort, c'est peut-être déjà trop tard parce que d'autres sont déjà au courant de ce qui est prévu, ils se sont déjà préparés, ils ont déjà monté leur partenariat. Donc, Donc finalement, vu de l'extérieur, tu as l'impression que le jeu, il est un petit peu joué en amont par tout le travail qui a été préparé par des gens qui connaissent très très bien les bons et oui, interlocuteurs. Oui, 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 on parle souvent d'appel d'offres, histoire de mettre tout le monde au même niveau, même égalité, complètement transparent.
Mais voilà, ça reste des relations humaines, hein. Si on va voir quelqu'un avant, on est sympa, bah, il nous passe des informations. Et après, il y a certains projets aussi où il y a, avant l'appel d'offres, il y a des appels à manifestation d'intérêt. Donc, c'est juste pour dire, bah, attention, on va sortir quelque chose, est-ce qu'il y a des gens intéressés? Donc, ça aussi, il faut faire de la veille. Donc, en plus d'être inscrit sur les sites, hein, par exemple, j'ai vu que sur la diapositive, tu as noté certains, Oui, donc c'est plus courant, mais il y en a encore plein d'autres, hein. Et en fonction des secteurs d'activité, il y a des sites plus ou moins spécialisés aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire pour avoir les petites alertes en fait par email pour savoir ce qui sort. Mais attention, bien avant ça, préparez bien le terrain. Allez voir les maîtres d'œuvre potentiels, discuter avec eux pour en savoir plus sur les maîtres d'ouvrage aussi, que vous pouvez ensuite contacter. d'accord. Donc on en reste finalement à limite de la prospection à froid, connaître son marché, montrer son expertise, faire communiquer carrément dessus. Comment est-ce que toi, sur des cas concrets que tu aurais vus, comment est-ce que vous avez pu procéder? Parce que ces étapes sont longues à se mettre en place. Elles sont très longues, surtout quand on parle du BTP. Des fois, c'est des marchés assez colossaux qui peuvent mettre Oui, des mois à se préparer. Donc, ce que nous, on faisait. En fait, on regardait côté maître d'œuvre ce qui sortait, parce que ça me donnait une idée de ce qui allait sortir pour les entreprises. d'accord. On se dit, bon, on va aller voir tel maître d'œuvre. On va se présenter, on va parler de ce qu'on sait faire. Et en ouvrant comme ça l'échange, eux pourraient nous donner des infos sur ce sur quoi ils travaillent, qui vont sortir prochainement, D'accord. etc. Donc ça reste vraiment du aller serrer des mains. C'est du pur relationnel, hein. Le D'accord. BTP, c'est vraiment ça, le feeling qui passe entre les gens. Donc, il faut, bah, forcément, il faut un commercial, hein. Quelqu'un qui sait parler, qui sait, qui fait un peu de la psychologie, on va dire un peu pour savoir creuser. Et au premier abord, ça peut être suffisant, mais des fois, les maîtres d'œuvre aiment avoir aussi quelqu'un de technique en face pour les conseiller sur ce qu'ils ont à faire, etc. Donc, c'est bien d'aller à deux, un pur commercial et quelqu'un de technique. Donc, ensemble, ça fait vraiment la paire qu'il faut pour mettre en confiance le maître d'œuvre en face, qui peut donner des informations et notamment les noms des maîtres d'ouvrage qu'on peut ensuite aller voir également et discuter avec eux. D'accord. Donc cette espèce de cadre légal extrêmement strict auquel on va se conformer par la suite, finalement, on peut lui donner tout un tas d'interprétations au préalable en préparant le terrain et en allant voir les bonnes personnes. Oui, après, la loi n'interdit pas d'aller voir les gens avant que l'appel d'offres soit sorti. En fait, c'est pendant l'appel d'offres qu'on n'a pas le droit. Mais D'accord. avant, on a tout à fait le droit. D'accord. Et pendant ce que tu appelles la partie, la manifestation d'intérêt, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Ça, on le retrouve un peu plus à l'international quand même, hein. C'est juste pour dire, attention, on va sortir un projet qui s'intitule D'accord. comme ça, qui va se situer à tel endroit, et on serait intéressé par un certain type d'entreprise. Voilà le profil recherché pour y répondre. Voilà. D'accord. Et on peut déjà Tu, soumettre son profil. est-ce que toi, tu t'es déjà senti freiné dans la vraie candidature sur le fait que la boîte soit plus ou moins grosse? Est-ce qu'il faut être une grosse entreprise pour aller se positionner sur ce type de marché? Pas du tout, hein. Pas du tout. Ce qui joue le plus, en fait, ce sont les références. Même si on est une petite entreprise, mais qu'on a quand même fait pas mal de choses, c'est suffisant. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les appels d'offres, des fois, ils précisent aussi le type de chantier pour lesquels D'accord. ils ont besoin de références. Donc, ça dépend vraiment des types de travaux et ce qui est exigé. Mais c'est sûr que sans référence, on a très peu de chance, hein, quelle que D'accord. soit Donc la taille de ça peut être l'entreprise. vraiment rédhibitoire, éliminatoire. D'accord. Donc Exactement. des Et par références. contre, oui. Non, pardon. Et une expertise, parce que je me disais, si tu te positionnes sur quelque chose sur laquelle très peu de choses, très peu d'entreprises peuvent se positionner, on arrive quand même à quelque chose où tu es finalement assez qualifié rapidement. Oui, oui, oui. Après, ça dépend encore une fois du projet en question. Si c'est sûr que si c'est quelque chose de très pointu, de très rare qui est demandé,
bah, même si on n'a pas de référence ou très peu, on peut tenter le coup. Mais par contre, D'accord. ce que je recommande dans les cas où on a peu de références, c'est de créer des partenariats, y aller en groupement, ne serait-ce que même avec ses concurrents des fois, hein. Ça permet, voilà, moi j'ai l'expertise particulière qui est demandée. Mon concurrent, c'est une grosse boîte à qui il manque cette expertise. Je lui dis, bah tiens, viens avec moi, on y répond tous les deux. Voilà, là, on n'est plus en concurrence, on est en partenariat. Vous, ça vous permet du coup de gagner cet appel d'offres qui vous permettra la prochaine fois de l'ajouter comme référence sur cette particularité. Et moi, ça me permet de répondre aussi à cet appel d'offres que je ne pourrais pas faire sans vous, puisque je n'ai pas des références. Donc, si je me positionne en tant que co-traitant ou si je candidate avec une entreprise comme ça, il va falloir ouvrir un peu les œillères et concurrent potentiel ou aide potentielle, il va falloir un petit peu revoir la manière dont on se positionne habituellement sur le marché classique. Ouais, oui, oui, des fois, nos concurrents peuvent être nos partenaires et ensuite, bah, on redevient concurrent, hein. C'est la loi du marché. La loi du marché. Alors, à ce sujet, forcément, pas d'appel d'offres sans candidature. Et il y a un moment où des candidatures, il va falloir un petit peu les rationaliser. Alors les rationaliser ou du moins les orienter de la manière la plus intelligente possible. Est-ce que là-dessus, vous aviez des habitudes particulières? Tu as vu des choses intéressantes? Oui, oui, oui. Répondre à des appels d'offres, c'est très chronophage, hein, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. On doit préparer le terrain. Déjà, normalement, avant, ça doit nous indiquer est-ce qu'on a des chances de gagner cet appel d'offres. On sait si on est bien positionné ou pas, parce que normalement, on connaît nos concurrents, on s'est renseigné, on connaît leurs prix pratiqués de façon globale. Donc voilà, on a déjà cette maîtrise de notre marché. Donc déjà, on peut savoir si on a des chances. Si on n'a pas de chance, vaut mieux ne pas y aller. Parce que bah, faut rédiger des rapports, faut faire des chiffrages. Des fois, il y a des visites terrain. Vraiment, ça prend du temps. Donc, ne pas y aller si on n'a aucune chance, et vaut mieux mettre son énergie du coup ailleurs. Là, on a plus de chance, mais je pense que ça, c'est du bon sens. Tout chef d'entreprise en a conscience. Et pour s'aider à bien sélectionner, donc j'ai parlé de l'étude amont de l'appel d'offres, mais il y a aussi au moment où l'appel d'offres est publié, là où on a le dossier d'appel d'offres officiel, là, il faut prendre le temps d'analyser cet appel d'offres, voir les exigences, déjà niveau administratif. J'ai parlé, pardon, il y a quelques minutes des références. Euh, donc déjà, si on n'a pas les références, bah, soit on a un partenaire, soit on n'a pas. Donc, c'est pas la peine d'y aller si on ne les a pas. Et ensuite, et, euh, et ensuite on a la partie détails techniques, les exigences. S'il y a des proposés, on ne sait pas faire, est-ce que ça vaut le coup d'y répondre quand même en prenant le risque de se griller pour les prochaines fois? Voilà. Après, c'est à chacun de décider à ce niveau-là. Vous pouvez faire une grille d'évaluation de Mais votre là, côté. on parle d'entreprises qui sont déjà arrivées, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà de l'expertise. Est-ce que il y a quand même une première fois chez tout le monde? Je ne sais pas. Oui. Alors, on a notre invité qui est arrivé pour nous rejoindre. Je ne sais pas si vous avez du son, Yann. Bonjour Yann. Visiblement non. Bon, c'est pas le Euh, JT. Vous comprendrez qu'on fait un petit peu ce qu'on peut niveau technique. Alors, d'ailleurs, niveau technique, j'ai oublié de présenter dès le début Yann et Guillaume qui nous accompagnent sur cette. Eh ben, on a il va perdu Yann. peut-être réessayer Voilà. de se connecter. Parce que tout, ce que vous voyez aujourd'hui est un travail d'équipe. On fait de notre mieux. Donc, Monsieur Carrère va revenir d'ici 5 minutes. J'en étais à mon premier appel d'offres. Parce que là, tu nous parles d'un cas de figure où tu es déjà une boîte qui tourne, tu as une expertise avérée, tu connais les maîtres d'œuvre. Mhm, Finalement, tu te dis, je claque des doigts, je l'ai le truc. mhm. Mais dans la vraie vie, il y a une première fois où À coup. je viens d'arriver dans une boîte et je découvre aussi cette partie-là de mon marché. Comment est-ce qu'on peut cette première fois capitaliser sur quoi? Les premières fois, vraiment, il faut partir en groupement. Ou sinon, l'autre En groupement. astuce, en groupement, être D'accord. co-traitant. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est d'être sous-traitant de quelqu'un qui a déjà gagné un marché pour se créer Oui, ses références.
Voilà. Oui, Nous, oui, on a quand des clients qui j'étais font dans comme une ça. start Ouais, ouais, quand j'étais dans une start-up, c'est comme ça qu'on a commencé. On allait voir ceux qui ont remporté des marchés déjà et on leur proposait d'être sous-traitants d'une certaine partie du chantier. Et du d'accord, coup, bah, eux, on leur demandait en fin de travaux de nous signer une attestation, comme quoi on a bien réalisé les travaux et détaillé lesquels, et c'est ce qui nous servait de référence pour les prochaines fois. Donc, d'accord, ne pas hésiter à fouiller quand on vient de créer sa structure, voir la publication en fait des marchés gagnés en fait, voir qui a remporté quoi. Si c'est dans notre secteur d'activité, ben, on va se présenter et on leur propose, on peut déjà regarder le dossier, voir ce qui était prévu, comme ça on vient en connaissance du dossier et leur proposer nos tarifs. Si on est plus intéressant financièrement, ils vont pas hésiter parce qu'ils savent qu'ils vont y gagner. Mais pareil, d'accord, là, en allant se présenter, on montre ce qu'on sait faire, si on a fait des petits travaux avant, si on peut présenter son CV, histoire de mettre en confiance les personnes en face. d'accord. Ça y Bonjour, est. Bonjour, Bonjour. Monsieur Carrère, ça Yann fonctionne. Et je sens. Carrère. Alors, je vous ai annoncé au tout début, puisque on est ravis de vous accueillir. Alors, on vous accueille à triple titre, on va dire. Donc, ça fait quelques années qu'on vous accompagne sur certains de vos projets et vous avez beaucoup d'expertise. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Vous le ferez mieux que moi, en fait. Oui, alors, je ne sais pas du coup. Donc moi, Yann Carrère, je suis responsable maintenance chez Veoliao sur donc pas dans des exploitations Veolia. En fait, on travaille uniquement sur des marchés dédiés, donc toujours en réponse à appel d'offres, que ce soit sur des marchés publics ou des réponses d'appel d'offres sur des marchés lancés par des sociétés privées. Voilà, D'accord. dans la maintenance industrielle. Et je vous ai déjà entendu dire que vous partiez, on parlait là de la possibilité de partir soit seul, soit à plusieurs C'est sur ça. certains appels d'offres. Vous connaissez les deux cas de figure, vous? Alors nous, on travaille avec même trois cas de figure. Soit on est seul sur le marché, on répond seul, soit on répond en groupement d'entreprises. Donc là, en fait, il y a un mandataire et des co-traitants. Ou alors, on répond, on va dire, nous en direct en tant que mandataire du marché, mais avec des sous-traitants déclarés D'accord, au moment de la réponse. d'accord. Donc ça fait pas mal de cas de figure à gérer. Pour peu que vous remportiez tout ça, il faut C'est le ça, on produire essaie. derrière. C'est ça. Après, il faut travailler. Alors, D'ailleurs, en parlant de ça, avant de peut-être continuer, moi j'avais déjà quelques questions pour vous. Ce serait si vous devez nous donner trois conseils à partager aujourd'hui, avant de rentrer plus dans le détail, pour remporter plus d'appels d'offres, quels seraient les trois conseils les plus importants pour vous? Alors après, ça, il y a plusieurs. Il y a, euh, Le plus important déjà, c'est d'identifier tous les appels d'offres qui peuvent sortir en amont le plus possible, puisque se lancer sur un appel d'offres qui vient de paraître comme ça, où on tombe par hasard dessus, ça se fait, mais du coup, c'est toujours plus c'est compliqué pour aléatoire. arriver à. Mm. Bah, c'est plus compliqué pour faire une réponse propre en fait. Quand on a anticipé l'appel d'offres en amont, on est capable de préparer la réponse au dossier, quoi. Donc un des points les plus importants, c'est déjà ça. Après, il faut une fois qu'on sait sur quel appel d'offres on va répondre, il faut tout de suite déterminer où c'est ce qu'on fait. Excusez-moi, il y a le chien derrière. Déterminer comment dire, une équipe projet pour vraiment déterminer qui travaillera sur telle partie de l'appel d'offres, puisqu'il y a une grosse partie en général de chiffrage sur vraiment les besoins pour les prix. Mais après, il y a toute la partie dossier technique et besoin du client, parce que le prix, c'est une chose, mais il y a tout l'environnement autour qui rajoute d'autres contraintes qui vont impacter la construction du prix. Voilà. Ça, et après, oui, c'est ça. Il faut vraiment bien éplucher le dossier en fait dans les cahiers des charges techniques et administratifs, puisqu'il peut y avoir des vraies contraintes
dans les cahiers administratifs aussi, dans les documents administratifs des appels d'offres. Donc là, il y a des spécialités dans votre équipe projet. Vous savez que vous avez des gens qui sont vraiment pointus sur l'une des matières ou comment vous faites? En général, c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, nous, sur les marchés, moi, je vais m'occuper avec mes équipes de tout ce qui est chiffrage des prestations. Nous, on va donner nos consignes sur la construction du dossier technique. Par contre, après, on a des gens, dont des juristes chez nous, qui vont éplucher aussi tout ce qui est cahier des charges administratifs des clients, puisqu'après, il y a des notions de pénalité, il y a des notions de délai, de remise des chiffrages une fois qu'on a le marché. Et il y a tout un tas de notions que chaque client met plus ou moins dans ses cahiers des charges administratifs, mais qui sont très importantes à prendre en compte après la partie chiffrage et ce qu'on écrit au client dans les dossiers de réponse, puisque tous les documents ont une hiérarchie dans les valeurs juridiques. Et si vous voulez, même le mémoire technique a une valeur juridique. C'est-à-dire que dans le mémoire technique, faut pas écrire n'importe quoi, puisque le client après peut demander à ce qu'on réalise ce qu'on a écrit. Ce qui est normal d'un autre côté. Mais donc même si c'est pas demandé, il faut pas écrire dans le mémoire technique et vendre du rêve, puisqu'à un moment donné, le client il peut demander à ce qu'on réalise ce qu'on a écrit. Il peut demander ou de toute manière vous vous engagez à le fournir quoi qu'il arrive dans la Alors, réalité? nous, on essaye toujours d'écrire ce qu'on va faire dans le dossier technique. Mais il y a des sociétés, pour vendre du rêve et remporter des marchés, qui vont écrire plein de choses dans les mémoires techniques en se disant, j'en écris plein de trucs, j'en ferai la moitié et puis ça passera. Chez certains clients, ça passe et de plus en plus, les clients regardent quand même dans le détail ce qu'on écrit. Oui, puis après, c'est joué quand même, hein. Je veux dire, c'est pas un exercice marketing, il faut Après, le client peut demander et dire, il faut le faire, quoi. fournir. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et après, c'est de la construction. Le dernier point qui est important, alors je sais pas si dans les appels d'offres, très souvent il y a un bordereau de prix avec, je vais dire une idée 200 prix à remplir. Et après, le client, pour juger et comparer les offres des différentes sociétés qui répondent, le client va mettre en fait dans son marché ce qu'on appelle un DQE, un détail des quantités estimatifs, qui va reprendre peut-être que 50 lignes de prix. C'est-à-dire que il va comparer les offres, pas sur tous les prix qui ont été remis, mais ils vont faire un échantillonnage de certains prix qui sont dans le bordereau, ils vont les mettre dans un autre tableau en mettant des quantités en face, en disant, bon, moi, en général, cette prestation, je la fais 3 fois dans l'année, donc je vais mettre une quantité de 3. Ça va faire un prix total et ça fait une comparaison des offres pour comparer les différents candidats. D'accord, donc ils vont se baser là-dessus pour pouvoir comparer de manière factuelle les prix proposés. C'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est bien de demander 500 prix parce qu'on a besoin de 500 prestations, mais il faut pouvoir comparer et juger avec une valeur qui donne une note les offres des candidats. Et donc, en général, ils font ça. Et là, après, il y a toute une stratégie à mettre en place pour se dire, bon, ce prix-là, il apparaît dans un des tableaux, mais pas dans le deuxième. C'est le deuxième qui est jugé, donc ce prix-là, je me permets de mettre un peu plus cher, ou celui-là, il faut que je sois vigilant, il faut que je sois un peu moins cher, puisque la quantité fait que 1000 euros fois une quantité de 100, tout de suite, ça explose le prix de la réponse. Donc, on va mettre un peu moins de marge sur certaines lignes et plus sur d'autres. D'accord. Donc, en fait, ces calculs-là, au départ, c'est un job en soi. Je veux dire, c'est énorme de préparer, de deviser tout ça. Oui, en général, on s'ennuie pas. Ouais. Donc, ça pose la question de la candidature pertinente, c'est-à-dire de se positionner sur effectivement voilà, parce que vous êtes dans une très très belle entreprise où effectivement vous allez avoir oui, c'est un peu la classe, dans lequel vous allez avoir le service juridique, de l'aide, etc. Et je me dis peut-être que j'ai des entreprises où en gros j'ai 2 personnes, s'ils ont de la chance et un peu de temps, qui vont pouvoir se recentrer sur ça et essayer de faire de leur mieux. Mais c'est sûr que ça paraît quand même très très chronophage ce que vous me décrivez. Alors après, la partie chiffrage, pour tout ce qui est prix, dans tous les cas, de toute façon, qu'on soit dans une grosse ou une petite entreprise, on passe tous par le même travail. Si on veut chiffrer correctement. Aujourd'hui, nous, on fait ça avec nos équipes. On n'a pas d'aide là-dessus. C'est nous qui consultons, c'est nous qui construisons les prix. Après, sur la partie effectivement dossier, technique et ainsi de suite,
On s'est compilé aussi une base au fur et à mesure des réponses aux appels d'offres de dossiers. Et le plus important quand on construit un dossier technique, c'est de ne pas se tromper dans la structure. Aujourd'hui, soit le client, dans son cahier des charges, il vous dit, moi, dans mon dossier technique, pour pouvoir comparer les offres, en fait, il va vous donner la trame du mémoire technique. C'est-à-dire que pour pouvoir juger et comparer les candidats, il va dire, moi, dans mon mémoire technique, je veux un item numéro 1 où vous parlez de ça, un item numéro 2 où vous parlez de ça. Là, auquel cas, D'accord, c'est donc pas c'est très compliqué. balisé finalement. C'est ça. Là, c'est pas compliqué. Il y a juste à remplir ce que le client demande. Il faut le remplir du mieux qu'on peut, faire des trucs propres, voilà. Après, il y a certains clients qui n'ont pas du tout de formalisme pour leur mémoire technique. Et là, il faut déterminer une stratégie de comment on va produire un mémoire technique qui va pouvoir expliquer au client ce qu'on fait et que quand il va lire le mémoire technique, il va comprendre ce qu'on lui raconte. Et dans ces cas-là, vous cherchez à vous différencier ou à pouvoir être comparé facilement parce que vous savez que vous êtes plus compétitif ou peu importe. Vous Alors, allez dans ces cas-là, nous, ce qu'on cherche, c'est à identifier en fait comment le client pourra répondre, pourra comprendre ce qu'on lui raconte facilement et le ramener à son besoin à lui. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part des grands items des bordereaux de prix, les items principaux, Ouais. et en fait, on va utiliser les items principaux pour les décliner en description technique du métier. Parce qu'en gros, le client, il nous dit, bah, moi, le premier prix, la première prestation, ça va être la maintenance sur tel bâtiment ou ainsi de suite. Bah, du coup, dans mémoire technique, on va faire item numéro 1. Après avoir passé tous les items de blabla sur la sécurité, sur on est une belle entreprise, si vous travaillez avec nous, vous serez bien. Vous aurez des chocolats. Ouais. Et pas que. Mais voilà, après, on décline en fait item par item sur la partie technique, mais en reprenant les items du bordereau de prix, pour qu'il puisse faire un lien entre ce qu'il a demandé en prix et ce qu'on lui propose techniquement en fait. Faut toujours garder un lien entre les deux. Il faut que le client, quand il épluche son marché, les pièces qu'on lui a remises, les pièces contractuelles, il faut qu'il comprenne, ah bah tiens, là il me propose de faire ça, c'est en lien avec ce que j'ai demandé à tel endroit comme prix. Faut Donc pas on en qu'il revient cherche. toujours de toute manière à l'humain, hein, comme un client classique, de te dire j'ai quelqu'un derrière qui va éplucher ça pour savoir qu'il puisse, enfin, qu'il puisse Ah oui, faire oui. Ah, matcher de ça dans plus sa en tête. plus, Hein. hein. Surtout sur les marchés publics, en fait, aujourd'hui, pour éviter justement les dérives. Nous, on répond. En général, il y a des directions des achats qui récupèrent les dossiers. Le dossier technique, il part à une personne, on va dire, opérationnelle sur les installations, qui va éplucher que le dossier technique et qui n'aura pas du tout la vision sur les prix. Ah, ils vont nous Et, dépioter ça complètement. Ouais. et le dossier financier, il part en fait à quelqu'un qui sera responsable de l'achat sur ce truc-là et qui va juger et comparer les offres directement comme ça. D'accord. Alors, Donc, et après, il y a un des paramètres importants, c'est de savoir si le client, dans son cahier des charges, a mis des notes concernant les pondérations en fait du jugement de l'offre. Puisqu'en fait, vous allez avoir des clients qui vont avoir une très grosse exigence technique. Donc eux, ils vont dire, bah moi, 70% de la note finale, ça sera le technique et 30% de la note finale, ça sera le prix. Ils vont prendre les offres. Vous allez avoir 65% sur le technique et X% sur le prix. Et les deux notes cumulées vous font la note moyenne sur 100. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ça implique aussi de chercher à savoir ce qu'on va privilégier. Un client d'accord, c'est qui là que met vous allez mettre les efforts. un client qui va vous mettre 70% sur le prix, ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez que celui-là, il va falloir taper bas sur les prix parce que il va être regardant et que du coup, si vous avez le concurrent qui est 1% en dessous de vous, bah, vous êtes dans les choux, quoi. Oui, ça ne passera pas de toute manière. Ouais. Et après, le paramètre important, c'est la relation avec le client des deux côtés, quoi. Parce que en fait, en vrai, la note du prix, c'est la note du prix. Et la note technique, celui qui lit les deux dossiers techniques ou les trois dossiers techniques, en fait, à la fin, je vais pas dire qu'il met ce qu'il veut, mais il met ce qu'il veut, quoi. Alors, il met ce qu'il veut, ça veut dire, parce que Laïa nous expliquait tout à l'heure que enfin, il y avait un gros travail en amont de connaissance de son marché, de connaissance des donneurs d'ordre, etc. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des mains qui se serrent au préalable, il y a un vrai travail en amont.
Bah, c'est toujours mieux. En fait, après, une fois qu'on est rentré et qu'on travaille avec les clients, très souvent, du coup, on est au courant de il va y avoir tel marché qui va sortir ou tel marché. Après, par contre, dans tous les cas, en tout cas pour les collectivités, après les sociétés privées, c'est différent, mais pour les collectivités, de plus en plus, ils commencent à mettre des notations sous forme de grille, même pour les dossiers techniques. Et c'est pour ça qu'ils donnent des cadres aux mémoires techniques. Comme ça leur permet de juger chaque item qu'ils ont demandé dans le mémoire technique. Ils vont demander un item pour la sécurité, ils vont dire cet item-là, il vaut 10 points. Un item pour la performance opérationnelle, ça vaut tant de points. Et ça leur permet de mettre aussi une note, puisqu'effectivement, pour éviter les dérives du jugement du dossier technique, où c'est la personne qui met un peu ce qu'elle veut, quoi. D'ailleurs, en parlant là du mémoire technique, j'avais une question, mais juste, on a reçu quelques questions du chat, on y répondra à la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc pour vous, en fait, en préparant un petit peu, en parlant des appels d'offres entre nous chez Organilog, on avait l'impression que le mémoire technique était vraiment la pièce la plus importante. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dépend effectivement c'est pas la pièce la plus importante dans tous les cas. Il y a vraiment une notion de critères de notation du client. Je reviens sur ce que je disais juste avant. Si vous voulez, si le client apporte une grosse importance au dossier technique, il le mettra dans sa notation. Et donc là, effectivement, si le client met que 30% de la note totale sur le dossier technique sera important, mais en fait, même si vous faites tout bien, vous aurez 30 sur 100. Donc, du coup, le reste a une importance aussi c'est très important. Donc, je pense qu'il faut tout prendre en compte. Mais le dossier technique, il faut être vigilant sur ce qu'on écrit effectivement, puisque ça reste une pièce contractuelle des marchés une fois que le marché est signé. Mais c'est pas la pièce la plus importante dans tous les cas. D'accord. Et Et oui. ça peut servir à se démarquer par contre sur des items où le client demande des choses, mais si vous êtes persuadé que vous avez une solution qui permettra au client de mieux gérer son besoin, on peut utiliser pour le coup le mémoire technique pour proposer cette solution. Par contre, à un moment donné, il faut absorber le coût de la solution proposée. Oui, 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 tout à Donc, fait. Là, vous me parlez des variantes, des options, c'est ça? alors pas forcément justement sous forme de variante. Ça veut dire que, et là je vais faire le lien avec votre logiciel, puisque c'est aussi ce qu'on fait. Aujourd'hui, le logiciel permet d'avoir des données en temps réel sur tout ce qui est produit, les devis, les tickets, tout ça. Il y a des clients qui vont pas exprimer ce besoin dans leur dossier technique. Par contre, si on leur apporte la solution au moment où on répond au marché, ils peuvent se dire ouais, mais ça en fait lui il me propose ça, c'est bien, donc il va orienter aussi son choix parce que même s'il l'a pas demandé, on lui amène une solution en fait qui crée un besoin chez lui. D'accord, puis c'est aussi une réponse qui peut paraître plus qualitative, puis plus C'est novatrice. ça, Ça c'est te ça, distingue, hein, de toute manière, on en revient toujours à cette différence ou pas, hein. c'est ça, c'est ça. Alors par contre, je sais que Monsieur Carrère va devoir s'échapper, je sais plus très bien à quelle heure. C'est à 14 heures, moi, donc j'ai encore un peu de temps. Ah, mais on vous garde jusqu'au bout, Monsieur Carrère. Alors, on va reprendre un petit peu, parce que moi j'étais perdue dans les diapositives, hein, chacun son métier. Et on en était alors, les attentes, et notamment le fait de pouvoir faire matcher les attentes de la personne qui a émis le marché avec ce que vous allez proposer. Est-ce que vous avez des petits trucs, des astuces, des plus-values, sans rajouter forcément des smileys dedans, quelque chose qui fait que votre réponse va attraper plus l'intérêt du lecteur? Alors, j'aurais tendance à dire, dans un dossier technique, c'est comme une présentation PowerPoint ou des slides ou tout ce qu'on veut. Faut pas rédiger un roman, quoi. D'accord. Faut s'imaginer Efficace. que, mais non, mais c'est ça. Faut s'imaginer que la personne qui va être en train d'éplucher les mémoires techniques, s'ils ont 10 sociétés qui a répondu au marché, Oui. il va falloir qu'ils se tapent 10 mémoires techniques de 150 pages ou de X pages suivant s'il y a une limitation. Et donc,
clairement, c'est le visuel qui reste en fait. D'accord, donc il faut rester synthétique? Il faut apporter avec le visuel les éléments importants que peut rechercher le client. Si le client, mais tout ça, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir identifié en amont et comprendre, il faut se mettre dans la tête du client et se dire, bon, alors ce client-là, par rapport à ce qu'il m'a demandé dans le cahier des charges, j'imagine que il veut voir ça, il veut voir ça, et je le mets, mais je l'écris pas avec 10 lignes à chaque fois, je vais faire ça, blablabla, parce qu'en fait, non, ça, oui, tout le monde peut rédiger plein de phrases. Il faut donner du concret, il faut donner du visuel, en fait, dans le dossier technique au client pour que tout de suite, quand il tourne la page, ah bah tiens, ils font ça, ou après, il faut qu'il y ait des explications autour, mais il faut accrocher sur chaque page visuellement le client par rapport à ce qu'on lui parle. D'accord. Vous avez des habitudes, des espèces de matrices que vous utilisez, des choses qui marchent et... Alors pour la partie sécurité, puisqu'il y a une part très importante, il y a toujours un item important sur la sécurité dans notre métier. Ça, on a effectivement des morceaux de dossiers techniques qui sont pré-moulés chez nous et donc on répond avec. Alors après, on les ajuste aux besoins toujours du client, parce que la sécurité dans notre métier, dans notre entreprise, on intervient dans énormément de types de métiers, donc on se focalise aux besoins du client. Le client, si je vais pas, si je vais pas mettre un camion de pompage chez lui, je vais pas aller lui mettre une photo d'un camion de pompage en lui disant que je fais ça super bien, quoi. Parce qu'en fait, en vrai, ça l'intéresse pas. C'est donc après, on va resserrer vraiment la sécurité liée au métier et aux besoins du client pour lequel on travaille et pour lequel on répond. D'accord. On en revient toujours à ça, hein, de bien se centrer vraiment sur le fond du besoin du client. Faut retourner à l'essentiel, quoi. C'est Quel ça. que soit le moyen. Ouais. D'accord, d'accord. Euh, alors, ah oui, dans la simple organisation, voilà. Ça c'est partie aussi des discussions qu'on a eues lors de la préparation de ça. Il y a quand même de la préparation d'amont, de la gestion. On est quand même sur une gestion de projet. Euh, Comment est-ce que vous organisez ça? Comment est-ce que chacun d'entre vous organise ça en général? Il y a des gens qui ne font que ça de la journée, ou alors comment ça se passe? Alors là, après, ça dépend comment dire, du montant et de ce que représentent les marchés et du temps à passer pour y Ouais, répondre. On va avoir des marchés, on a reconduit des marchés en fin d'année dernière sur des marchés spécifiques de maintenance, où là, effectivement, on a mis quelqu'un pour s'occuper de compiler toutes les données de prix, puisqu'on était sur 2500 lignes de prix à remplir. d'accord. Donc là, effectivement, il y a du travail de consultation, de compiler, de comparer les prix suivant les fournisseurs pour arriver à être au plus juste, et ainsi de suite. Après, on a des petits marchés qu'on répond, où là, du coup, moi, je m'occupe de toute la partie, on va dire, construction budgétaire du marché. J'ai un collègue qui va compiler le mémoire technique, on finalise le dossier tous les deux, et puis après, ça part à la signature et puis roule, quoi. D'accord. Ça va être fonction du prix, c'est-à-dire de l'enjeu, où il y a des marchés stratégiques aussi. Des petits marchés peut-être, mais qui peuvent déboucher sur d'autres, sur ce qu'on disait, les références, avoir des. C'est ça. Ouais, Oui, oui, là, c'est vraiment, en fait, c'est à la discussion, et ça, c'est vraiment à déterminer au niveau de la stratégie de l'entreprise, en fait, hein. Comme vous dites, on a des petits marchés qui représentent pas énormément financièrement, mais sur lequel on se dit, tiens, celui-là, ce client-là, on n'est pas chez lui, donc on souhaiterait se positionner, donc faut qu'on soit vigilant pour construire quelque chose de vraiment être sûr que c'est très très bien. Et après, voilà, il y a vraiment de tout, hein. Là, on commence à préparer des réponses sur certains marchés. On va dédier une équipe projet de 3 personnes pendant 4 mois sur les marchés, quoi. ouais. Donc ceux qui se positionnent en face de vous, ils ont intérêt à être, à être à niveau aussi, parce que tu te dis, ça doit Oui, fournir alors, déjà, hein. oui, et puis après, là, c'est des marchés de plusieurs millions. Donc, du coup, dans tous les cas, déjà, rien que pour signer le marché, il faut les reins solides aussi financièrement, Ouais. quoi. Mm. Et au niveau des deadlines, parce que ça peut avoir l'air très très bête,
Mais moi, je me suis déjà vue appuyer sur un email à 11h59 un vendredi soir, hein. Donc, je suppose qu'il y a de meilleures manières de gérer ça. Est-ce que vous avez des trucs et des astuces? Est-ce que vous êtes censé vous fixer 7 jours avant, ça doit être clos, relu et fini, ou comment ça se passe? Alors, indirectement, de par la taille de notre structure, on est un peu obligé, puisque en fait déjà, suivant les montants des marchés, ça doit passer en ce qu'on appelle nous les commissions d'appel d'offres chez nous en interne, pour valider les constructions des prix. D'accord, C'est-à-dire que suivant le montant du marché, ça passe au directeur régional qui lui va dire bon ça c'est un marché de 500 000 euros par an, donc c'est moi qui signe et c'est pas Yann d'accord, Carrère dans son coin qui va engager sa signature. Donc ça nous oblige déjà, parce que le directeur régional, on l'appelle pas à 10 heures pour lui dire je passe dans ton bureau à 10h30. Donc on est obligé de fixer des dates avec ces personnes quand il y a des signatures nécessaires. Mais même en règle générale, on se donne de déposer, puisque maintenant c'est numérique en général, les dépôts des appels d'offres, la veille. la veille. La veille. Pas le jour J, la veille. Euh, C'est parce noté. que non, on essaie au plus C'est- tard. Après, il peut y avoir des aléas, mais en général, du coup, quand on dépose le jour J, c'est qu'on a eu un problème la veille et que du coup, on a pu corriger notre problème et qu'on a quand même déposé notre offre du coup correctement. D'accord. Puisque le vrai problème, c'est ça, c'est de la signature numérique, elle marche pas le jour J ou l'accès sur la plateforme du client, ça va pas fonctionner. Puis on se retrouve à courir quoi. Donc Ouais. non, non, c'est Là, c'est le détail qui sur les coûte cher, hein. signatures. Quand tu as bossé dessus, voilà. Pour une histoire de Là, date, ça vaut le coup Ouais, d'être non. prudent. Ouais. là c'est une Et c'est la vision. veille, mais si. Pardon? Oui, allez. Ah, je disais que là, c'est un fonctionnement type grande structure. Moi, j'ai connu des plus petites structures, start-up, etc., où on va dire que tout le monde était très pris dans ces dossiers, où il n'y a pas vraiment une organisation béton, comme c'est le cas dans une boîte aussi belle que la vôtre. On se retrouvait des fois 2 à 3 chargés de projet à devoir remettre leur offre le même jour parce que je ne sais pas pourquoi souvent le jeudi c'était les dates de remise et du coup il faut valider le prix aussi avec le supérieur hiérarchique et là il y en a qu'un en fait pour toute la boîte. Donc comment s'organiser, tout ça faut anticiper en fait. Il faut avoir un planning des dates de remise pour savoir à quel moment on valide tout ça et ne pas le faire la veille non plus. Parce que des fois, moi, je me suis retrouvée à valider un dossier où au final, on me dit, bah non, là, tu as mal fait, en fait, il faut revoir une partie du projet. Du coup, il faut courir après les fournisseurs pour dire, bah finalement, il faut revoir le dimensionnement de tel équipement, etc. Donc, si possible, valider le dossier technique déjà et Ah ensuite oui, oui. finaliser le prix. Et ça, le plus tôt possible. Un jour avant, c'est trop tard, hein. C'est vraiment tendu. Il faut garder ça pour les cas urgents. Et aussi pour déposer l'offre, comme vous le disiez, sur la plateforme électronique. Ouais, clairement pas le jour même, ou alors se laisser au moins 4 heures, parce que nous, on a connu notre assistante le jour même qui devait remettre l'offre, et Internet ne fonctionnait pas dans la boîte. Elle a dû prendre son véhicule, aller chez elle, avec une clé USB pour essayer de déposer le dossier. Donc, c'est des situations assez stressantes dont on pourrait se passer en remettant l'offre la veille, en effet. Ouais, puis vu les enjeux, parce que quand tu as travaillé dessus pendant plusieurs semaines, etc., et quand tu sais sur quoi ça peut déboucher, cette histoire de deadline est à méditer. Ce qu'il faut se fixer, de toute façon, en général, c'est dès le départ, il faut partir du principe que la date butoir, elle est en amont, hein. Si on vous dit c'est pour le 31, dans la tête, faut dire à tout le monde c'est pour le 25. La dernière semaine, c'est pour les Truc de ajustements, c'est management, pour hein. le. Ouais. Non, mais Et c'est. même pour les fournisseurs, hein, Oui, demander mais les fournisseurs, faut surtout pas leur donner la vraie date, hein. Les fournisseurs, vous leur dites c'est pour la semaine prochaine que j'ai besoin de mon prix, quoi. Sinon, parce que déjà, vous l'aurez dans 2 semaines. Donc, Alors, j'ai la technique qui me dit qu'on blablate trop, mais c'est incroyable ça, et que du coup, on risque de vous mettre en retard. Donc, oui, euh, questions peut-être. oh, On peut déjà peut-être passer les questions et
Oui, Parce qu'on en comme a reçu tu. un certain nombre déjà. Et je sais pas Euh, où elles sont. moi, je les ai. Donc, Voilà, je les je vais écoute. vous les Je pourrais pas y poser. répondre, mais je les écoute. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit: Bonjour, je réponds à des appels d'offres concernant des refontes de sites Internet. Nous avons l'impression que bien souvent, les dés sont pipés. Comment faire pour réussir à voir quand c'est le cas pour éviter de passer du temps à répondre à un marché que nous ne pourrons de toute manière pas gagner? Alors ça, c'est aussi ce qu'on a vu en amont. C'est-à-dire que, enfin, cette impression, voilà, c'est une chose qui me surprenait aussi en arrivant dans ce domaine. J'avais l'impression, moi, il y a des gens qui me donnaient des résultats d'appel d'offres avant que le marché soit sorti. Je veux te dire, tu te dis, bah, j'ai pas compris quelque chose ou j'ai raté un cran. Et en réalité, tout ce qu'on expliquait en tout début du webinaire, de dire, il y a quand même une vraie préparation de terrain en amont, commerciale, visiblement. Ah, Et oui, en fait, dépipé ou pas, je c'est. sais pas. Alors, tout dépend déjà si c'est des marchés qui sont publics ou des marchés lancés par des sociétés privées. Euh, Après, très souvent, quand c'est des consultations de sociétés privées, effectivement, les gens ont leurs habitudes, ils travaillent avec des sociétés, ils lancent Ouais. un appel d'offres ou une consultation parce que derrière, ils préfèrent avoir trois ou quatre réponses pour avoir des prix quand même pour justifier. Euh, Moi, la seule chose là-dessus que je pourrais dire, c'est de toujours, dans l'absolu, si vraiment c'est des clients sur lesquels vous voulez vous positionner, d'essayer de faire le dossier technique le plus propre possible, d'être sur un prix le plus réaliste possible, parce qu'après, très souvent, quand les gens, par contre, ont des mauvaises habitudes en face, on se retrouve avec des gens qui ont des prix qui sont plus forcément réalistes. Donc là, ce qui peut permettre aussi à un moment donné de gagner, ou au moins de faire en sorte que le client se pose la question et retienne le nom, c'est de se dire, bah, voilà, je vais être au juste prix avec ce qui est demandé, je vais constituer un dossier technique propre et peut-être qu'à un moment donné, ça passera. Mais dans tous les cas, on peut jamais savoir si effectivement, quand c'est du privé, s'il n'y a pas vraiment de moyen de juger et de savoir comment on a été, comment ça a été jugé. Un appel d'offres public, c'est plus simple puisque quand le marché est attribué, à partir du moment où vous avez répondu, vous recevez un courrier qui vous dit que vous n'avez pas été retenu et quelle société a été retenue à quel montant. Donc déjà, vous pouvez Oui, savoir donc si on vous peut étiez se dans les. positionner, ouais, comprendre. C'est Ouais. ça. Sur un marché privé, à part si vous arrivez à être en contact avec le client pour savoir qu'est-ce qui a pêché dans la réponse ou sinon je vais pas dire c'est quasi impossible, mais après c'est de la relation client pure pour comprendre quoi. Alors c'est Oui. vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous avait, je sais pas quoi j'ai touché moi quoi. C'est quelque chose qui nous avait interrogé, cette histoire de se dire, ben j'ai échoué, il faut se remettre en question et recommencer jusqu'à ce que ça passe et dans les meilleures conditions possibles, avec ou sans référence, avec de l'expérience ou pas, parce qu'il y a aussi des premières fois quoi. Hein. Oui, oui, ah bah, de toute façon, oui, même nous, hein, il y a des marchés, on répond à des marchés pendant 5 ans d'affilée parce qu'on veut montrer aux clients qu'on existe. On sait qu'on ne D'accord. sera pas retenu dessus. Non, mais des fois, c'est ça l'idée, hein, c'est de se dire, bah, on répond, parce qu'il faut qu'on montre aux clients qu'on existe et le jour où on aura l'opportunité que le client aura un besoin, il saura qu'on est là. D'accord. C'est une manière de se positionner. C'est Ah ça. ouais. Ouais, Et mais ça après, reste ce travail en amont, hein. après, il faut créer le besoin. C'est-à-dire que faut montrer, et là, pour le coup, il faut utiliser le dossier technique pour arriver à proposer au client quelque chose qu'il n'a pas avec l'autre d'en face et lui casser ses habitudes. Et c'est quoi? C'est de l'innovation? C'est du service? C'est de la qualité? C'est un tout mélangé, c'est de la qualité, c'est du service, c'est un tout qui fait que le client il va se dire bon en fait je vais peut-être même des fois hein, il y a des clients hein, je vais mettre 5 € de plus mais du coup j'aurai ça en plus parce que lui il me propose D'accord. donc Euh, c'est un ensemble. et d'ailleurs, une question qui est en lien un peu avec tout ça, on nous demande quand dans le RC les critères de sélection entre le prix et la technique sont équivalents, cela entraîne une augmentation de temps de réponse. Comment faire? Je Euh, ne comprends pas bien la question personnellement. alors ça augmente pas forcément le temps de réponse hein. C'est pas parce que les deux notes sont identiques les critères de notation que du coup il va falloir faire bien dans les deux.
c'est pas parce que le mémoire technique il représente que 30% de la note qu'il faut se dire je vais bâcler mon mémoire technique. Il faut partir du principe qu'on fait au mieux dans les deux et que par contre on va aller fignoler là où la note sera la plus élevée. Il faut plus le voir comme ça. J'essaie de faire bien sur tous les éléments que je dois produire. Et celui après qui est le plus important pour le client, c'est là où je vais mettre le temps qui me reste pour finaliser, pour optimiser la réponse et aller chercher les points qui va me manquer sur la note, sur le critère le mieux noté. Vous Faut êtes plus le capable, voir vous, comme en ça. amont, de dire, on va mettre, mettons, 50 heures sur cet appel d'offres, sur la préparation de la réponse. Vous quantifiez ça, vous, au départ, parce que bon, là, c'est vraiment, vous êtes le top du professionnel là-dedans, donc vous avez des habitudes, comment vous faites ça? Ou c'est au feeling? Alors, nous, sur tout ce qui est chiffrage de la partie, on va dire, prix, aujourd'hui, l'expérience fait effectivement, on se dit, voilà, j'ai à peu près tant de lignes de prix à produire, j'en ai pour 3-4 jours de chiffrage. Après, il faut pas hésiter quand on chiffre des choses comme ça, à faire les deux en même temps. C'est-à-dire, je construis tout mon prix, je lance mes consultations sur des choses où j'ai besoin de prix, et après, j'ai plus qu'à mettre le prix que m'aura transmis le fournisseur dans la case. Il faut pas attendre, D'accord, typiquement, il faut pas attendre d'avoir le devis du fournisseur pour se dire, je vais commencer mon tableau Excel de chiffrage, quoi. d'accord. Et je construis tout. Je Je construis démarre tout. les Mon choses, elles vont chiffrage, il est avancer de leur... prêt. C'est ça. Ouais, C'est ok. ça. Mon chiffrage, il est prêt. Je sais combien de temps je vais y passer. Du coup, j'ai mon taux horaire. Voilà, tout l'environnement est construit. Et quand j'ai le prix de ma sous-traitance ou de ma pièce, je le mets dans la case et mon prix il est fini. D'accord, Ok. d'accord, d'accord. Le temps, il nous en reste très peu, donc on va essayer d'être peut-être plus Morbide, succinct hein. pour les prochaines réponses. J'arrête de parler. Parce que, Mais non, mais c'est très terrible, intéressant, hein, c'est pour ça qu'on se terrible, laisse hein. facilement emporter. Donc, on a On est parlé dans le mémoire technique, Je c'est vais ça? continuer avec les réponses, les questions qui nous ont été posées. Donc, toujours en lien avec le mémoire technique, là, on me demande comment faire simple sur des dossiers très techniques. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'être le plus visuel possible. Faut être Voilà. doué. Est-ce que vous pouvez compléter un peu plus cette partie? Alors, ça, c'est la question. C'est la question piège. Non, après, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Il faut, je pense, utiliser des termes ou des visuels clés qui vont remplacer des phrases. Faut arriver à identifier vraiment les choses clés parce qu'après, tout dépend du métier. Moi, je fais le lien avec notre activité, mais si vous prenez une action que demande le client, il faut arriver avec un visuel. Faut pas hésiter à se servir de visuels trouvés sur Internet pour mettre dans les dossiers techniques. C'est quoi des Qui fait visuels? C'est des photos, des graphiques, des quoi? oui, tout, une photo, un graphisme, quelque chose qui a déjà été réalisé. Si vous réalisez quelqu'un qui fait des sites web, si le client veut un site web qui ressemble, que vous identifiez que ça peut ressembler à ce que le client recherche, pas hésiter à mettre une impression d'écran ou un morceau du site web qui pourrait dire au client, tiens, ça, c'est ce que je veux. Après, il faut le détailler, mais faut arriver alors après, dans du technique pur, c'est toujours compliqué, mais le mémoire technique, faut pas confondre un mémoire technique et un mode opératoire. Le client dans un dossier technique, quand il va vous dire, là, je vais faire le rapport avec notre métier, je veux la maintenance d'une pompe de tel ou tel type, je vais pas aller lui expliquer comment je fais la maintenance de la pompe dans le mémoire technique. Par contre, je vais lui expliquer comment je vais travailler pour bien le faire, les moyens humains que je vais mettre, la logistique que j'ai, pour que rapidement il comprenne que à la fin, je l'aurai bien fait. Mais je vais pas lui mettre le mode opératoire, lui dire je vais démonter 3 vis là, faut pas rentrer dans le détail technique. Ça s'appelle la mémoire technique, mais c'est pas un mode opératoire technique. Ouais, d'autant que si ça t'engage, effectivement, pas aller donner trop d'informations, enfin, sur la manière dont ce sera réalisé, quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, des fois, il y a des réponses questions, donc on pourra préciser si le client a vraiment envie de savoir les modes opératoires, en fait. Du coup, on a encore des questions, mais avant de vous laisser partir, ce serait quand même intéressant que vous nous parliez peut-être de la partie organilogue et mémoire technique, comment vous procédez, comment vous mettez en avant un tel logiciel et en conclusion, est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose à vraiment mettre en avant pour gagner plus d'appels d'offres?
Alors nous, on a fait l'inverse en 2017 quand on a répondu à nos marchés. C'est qu'on a proposé plein de solutions techniques Mhm. en s'imaginant que ça marcherait. Et après, on a gagné tous les marchés. Et donc là, du coup, on s'est dit, il faut que ça marche maintenant, il faut Faut qu'on réponde aux fournir. besoins. C'est ça. On avait un autre logiciel avant, mais qui répondait pas à tous nos besoins. Moi, j'avais testé Organilog, je sais plus en 2014 ou 2015, mais vraiment au tout début. Ça répondait pas à ce moment-là à nos besoins. Mais donc, j'ai retesté, je sais plus quoi. En gros, on a redémarré et on a développé tout ce qui permettait de répondre aux besoins. Et en fait, on a créé le besoin chez le client. Ça veut dire qu'on a habitué le client à, à fournir plein d'informations et à transmettre plein d'informations qu'on arrive à sortir avec Organilog, qui fait que sur les marchés suivants que le client a lancé, sur les appels d'offres suivants, dans son cahier des charges, en fait, Ça devient une norme. voilà, lui, ça lui convient, du coup, il se dit, mais ça, en fait, moi, dans mes futurs marchés, je vais demander à ce que tous les mois, on m'envoie telle information, une production d'informations énorme qu'aujourd'hui, nous, on sort rapidement d'Organilog, donc on l'a pas valorisé en coût, on n'a pas vendu cette prestation complémentaire à notre client. On est parti du principe que on vend au même prix à notre client, par contre, on lui amène un service complémentaire qui fait qu'aujourd'hui, alors là, c'est le côté un peu l'idée, c'est de se dire, si demain le concurrent il veut se positionner en face, ça veut dire que lui, il va se dire, ouais, mais moi, pour faire ça, oh, ça va me coûter une blinde. Donc, je vais le chiffrer, je vais le valoriser dans mon appel d'offres. Aujourd'hui, nous, on le valorise pas, on le vend pas en complément au client, puisque l'outil permet de le faire rapidement. Et donc, il faut vraiment le voir comme ça, comme sur les réponses, même si le client ne demande pas les fonctions, il ne faut pas hésiter à mettre des fonctions d'Organilog dans le mémoire technique pour proposer des solutions au client, d'accès à distance, d'accès. Et du coup, de créer un besoin chez ce client qui va se dire, les deux, ils sont pareils au niveau du prix, mais lui, si je passe par lui, j'aurai ça et ça et ça en plus comme fonction, donc bah, je vais choisir celui-là. On a Ouais, donc, déjà vu ça, des clients qui mettent en avant ce que le logiciel peut faire et qui finalement ne souscrivent que quand ils valident l'appel d'offres alors qu'ils savent pas réellement vers quoi ils vont, quoi. Donc ils sont bien tombés, voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions, Laïa? oui, j'en ai encore pas mal. Il y a, 4 euh, minutes. on me demande le laps de temps entre l'obtention d'un marché et l'envoi de la commande pour avoir une idée du temps à disposition pour se préparer et Ah envoyer oui. la Oh là, fourniture alors, du contrat. C'est euh, ça, ça dépend vraiment du client. Ça dépend. Euh, En fait, ça peut être très rapide, comme prendre quelques mois, mais des fois, ça peut être des notifications qui arrivent 2 semaines après. Il faut démarrer le marché, quoi. Oui, Ça, par contre, normalement, ça peut être identifié, ça peut être posé comme question lors des appels d'offres. Oui, C'est-à-dire d'accord. que vous pouvez poser, si c'est pas précisé, des fois c'est précisé. Si c'est pas précisé, il faut pas hésiter à poser la question, surtout sur les appels d'offres publics. Une question posée est répondue à toutes les personnes qui ont retiré le marché. Donc ça, faut pas hésiter à poser la question. Voilà, moi je réponds à telle date. Quand est-ce que vous prendrez la décision et combien de temps démarre le marché après la notification? ouais. Ouais, moi C'est vrai qu'en général, ils donnent la date de démarrage prévisionnel des travaux, mais ils ne donnent pas la date de prise de commande, en fait. C'est vrai que ouais, c'est ça qui C'est ça. peut-être peut Des fois c'est nécessiter. la même. Ah, c'est là. surprise. J'ai déjà vu des clients arriver en catastrophe comme ça. C'est Oui, ça. oui, oui, oui. Faut produire quand? La semaine prochaine? Ah ouais, ouais, non, oui, d'accord. On va reprendre Et depuis le du, début. Ouais. et du coup, toujours en lien avec le temps, en fait, et là, je rajoute des références en plus. Il y a un participant qui dit qu'ils sont une jeune entreprise créée en décembre, donc il y a 3 mois, Tout frais. et se demande ouais, à partir de combien de temps et combien de références il leur faut pour pouvoir se placer sur des appels d'offres pour avoir une certaine crédibilité. Alors là, après, ça va vraiment dépendre, je pense, du client, du métier. Quand c'est public, c'est plus compliqué.
Ouais. Quand c'est public, après, il y a un niveau de responsabilité financière que les établissements publics recherchent et de référence. Donc là, on en revient toujours un peu à la problématique de bah oui, mais si j'ai pas le marché, j'ai pas la référence. Si j'ai pas la référence, j'ai pas de marché. Après, quand c'est privé, la problématique, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une grosse part de relationnel. Une société privée qui lance un marché, s'il n'y a pas du relationnel en amont ou en parallèle, ils ont aucune raison. Quoi, je vais pas dire ils ont aucune raison, mais à part titiller leur intérêt de se dire tiens, je vais pas leur attribuer, mais je vais les recontacter parce que ce qu'ils proposent c'est intéressant, donc on verra pour plus tard, je pourrais travailler avec eux. Je pense que quand on est nouveau sur le marché, qu'on essaie de se positionner sur des appels d'offres, il faut en parallèle vraiment aller voir les clients, échanger avec eux, comprendre leurs besoins pour justement arriver à amener cette plus-value de j'ai cherché à vous comprendre et du coup je vous le montre dans mon dossier technique que j'ai compris ce que vous vouliez. D'accord. Donc en fait, d'abord se positionner pour une jeune entreprise plutôt sur du privé et plutôt et d'occuper le territoire. De toute manière, on en revient à cette histoire de préparation en amont et de se faire connaître et de connaître bien les interlocuteurs clés. Hein. Oui, c'est quand même une part importante quoi. Après, ça peut être des échanges par téléphone. En fait, on est vraiment sur de l'humain après, sur le Ouais. client, ce qu'il recherche, donc c'est. Et après, des fois, il faut essayer aussi de se positionner. Si par exemple une entreprise qui débute, ne pas hésiter peut-être des fois à se positionner avec des plus gros qui répondent à des gros marchés et qui du coup ne Ouais. peuvent pas tout faire par eux-mêmes et à monter des partenariats comme ça. Nous aujourd'hui, en tant que on va dire grosse société, on est sur des marchés qui sont très très gros. On peut pas tout faire en interne. Donc on travaille avec des sociétés plus petites qui sont nos partenaires et comme ça permet d'amener la souplesse aussi de travailler avec d'autres sociétés. Et D'accord. c'est Donc, pour faut ça qu'il ne pas faut avoir pas hésiter peur. Hein. à démarcher justement des grosses structures, se présenter pour qu'ils sachent que vous existez et qu'ils peuvent vous faire confiance pour sous-traiter une partie de leur projet. C'est ça. Euh, Et après aussi, faut pas hésiter à leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé pour vous positionner en phase 2 et que du coup, des fois, est-ce qu'il vaut mieux pas être travailler ensemble plutôt qu'en concurrent, quoi. Oui, Après, il y d'accord. a, Alors, Quand tu as 3 mois un peu d'existence, brutal comme tu commences approche, pas à la mais ramener comme ça. après, il y a le Alors, je pense que la personne est toujours là. Allez-y, plus. il faut que, par contre, il va falloir que je vous abandonne parce que j'ai une autre conf qui commence. Oui. Alors, on vous remercie beaucoup pour merci. toutes Si ça ces dure pas trop informations et longtemps, pour être venu. si ça dure pas trop longtemps, si vous voulez, je me reconnecterai, je verrai si vous êtes toujours là. Et On va puis, voilà. l'écouter. Ce sera avec plaisir. En tous les cas, on vous envoyera du pâté pour vous remercier du chocolat, pardon, pour vous remercier de votre venue. Ça Merci marche. beaucoup. À bientôt, Monsieur Carrère. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Alors, du coup, je suis désolée, on a un petit peu débordé de l'organisation qu'on nous avait prévue. Est-ce qu'on aborde la partie QHSE? Est-ce que tu veux continuer avec des Juste questions? avant, il y a une dernière question pour laquelle je voulais apporter une réponse qui est quel est le temps moyen pour répondre à un appel d'offres en ayant déjà Oui, construit un mémoire technique type? Alors, de mon expérience, il n'y a pas de délai moyen. Ça va dépendre de la complexité du dossier derrière. c'est ça. Sur Plus c'est un complexe, dossier plus très c'est long. Hein. simple, voilà, sur un dossier très simple, surtout que vous avez déjà fait, ça va aller très vite, hein, parce que vous savez, si vous avez même déjà réalisé un chantier similaire, ça va aller extrêmement vite. Vous connaissez les prix, il vous suffit juste de les actualiser. Alors, c'est là où tu te dis peut-être que est-ce que stratégiquement c'est une bonne idée de se positionner sur du simple ou sur du complexe en se disant sur du simple, j'y vais comme ça, droit devant, j'ai juste besoin d'actualiser mes prix, mais finalement, je vais peut-être pas y mettre autant de finesse et d'énergie que pour un dossier complexe. Mais il ne faut pas oublier aussi que plus un dossier est simple, plus il y a des gens qui vont y répondre. Il y a du Donc, monde qui va se positionner dessus. Ouais. c'est ça. Donc, c'est pas vraiment mieux. Mais du coup, par rapport à la durée, oui, non, je peux pas vous donner de durée moyenne. Faut regarder en fait le temps de consultation qu'on vous a donné. Il est assez proche quand même de la réalité. D'accord. Si on vous donne 2 mois, sachez que vous allez y passer, je pense, au moins la moitié du temps. Un D'accord. mois, si c'est quelque chose auquel vous êtes familier, et voire plus si c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez nouveau. Voilà. Donc, D'accord. se référer au moins à la moitié de la durée du délai de consultation.
parce qu'il Ok, faut le temps de consulter ses fournisseurs, des choses comme ça. Quand c'est des prestations de services uniquement, ça va très vite. Mais quand on parle d'équipement, de matériaux, etc., là, ça peut ouais, vite c'est pas monter. le même. Ouais, Exactement. mm, mm. C'est pas la Le même mémoire chose. technique, la rédaction, c'est pas ça le plus lent, hein, finalement. Parce qu'une fois qu'on a toutes les infos, on rédige, ça va très vite. Euh, C'est ça. Donc dans les étapes, en fait, il vaut mieux laisser du temps, ou plutôt investir du temps dans une compréhension avancée du besoin du client, plutôt que de remplir ça à la hache. Et ensuite, d'apporter une réponse la plus proche possible et la exactement. mieux tournée. Voilà, Comme- et ça vaut pas le coup de se dire, bah, je vais passer 2 semaines à rédiger un mémoire technique pour qu'il soit nickel, propre, mais parce que du coup, ça va même nous tenter à ajouter des choses dans plus. Et donc, C'est ça. bah, ça Et vaut à pas le coup. Alors que alourdir, si on a bien étudié le besoin, on aura toujours ça en tête au moment où on va rédiger le mémoire. On va se dire, bah voilà, j'ai passé 2 jours à consulter des gens pour une canalisation de tel type. C'est sûr que vous allez le mettre en avant dans, dans le mémoire parce que ça vous a pris du temps. Voilà, donc le plus dur, c'est pas le mémoire technique, c'est vraiment comprendre le besoin, chiffrer au plus juste. Et voilà. et puis de faire du accessible, de partir du principe que la personne qui lira ça a de toute manière autre chose à faire à ce que ça ne l'intéressera pas. Vraiment de Ouais. rester sur du valorisable dans ce qu'on met dans le dossier. Au niveau QHSE, dans Hum. mon mémoire technique, euh, qui est ou pas la pièce maîtresse, hein, selon l'interlocuteur, Monsieur Carrère nous a cassé la suite parce qu'on voyait ça vraiment comme pour nous la pièce maîtresse. Est-ce que tu aurais des informations à nous communiquer? Euh, Pour la partie mémoire technique, pour moi, il faut vraiment, parce que tout le monde, faut partir du principe que tout le monde va répondre aux demandes. Tout le monde a compris le dossier. S'ils y répondent, c'est qu'ils ont compris les besoins du client. Donc, tout le monde va faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer ce que nous, on apporte en plus. Et c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure en mettant en avant Organilog, en disant, bah, nous, on travaille comme ça avec Organilog, vous aurez ces informations-là, vous aurez un portail d'accès où vous pouvez voir comment ça se passe au jour près, les interventions qui sont faites, etc. Donc pour moi, le plus à apporter est vraiment là, savoir se différencier, se démarquer des autres et montrer ce qu'on D'accord, apporte en plus. Parce qu'il va se dire, bah, au final, pour le même prix, on va supposer que c'est les mêmes prix, bah, j'ai un service en plus. d'accord. Donc rester encore sur du qualitatif et sur sur ce qui peut nous différencier de la concurrence, parce qu'on se positionne comme avec, c'est une concurrence en fait, même si on l'ignore et si on ne sait pas exactement comment elle se positionne, on est en face de gens qui veulent marcher à minimum autant que vous. C'est Oui. certain. Ouais. Euh, Euh, pardon. cette slide tombe à pic parce que j'ai une autre question. Ça tombe bien parce que je ne peux pas la voir, pour être honnête. J'ai une question en lien avec Organilog, en fait. Ah, On me dit, vous parlez d'Organilog. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça peut me ah démarquer? oui. Alors, qu'on vous explique, parce qu'en fait, tout à l'heure, on est arrivé un petit peu, c'était un peu particulier, on n'a pas trop l'habitude de se retrouver à blablater en ligne comme ça. Monsieur Carrère, qui était présent parmi nous, est arrivé comme ça, c'est-à-dire que sur son marché, il s'est retrouvé dans une situation où il devait fournir un portail ou un moyen de communiquer de manière simple avec son client et puis en même temps de pouvoir suivre correctement l'exécution de ses marchés. Et nous, notre métier à la base, c'est de gérer du planning de l'intervention, mais depuis, au fur et à mesure des années, on a beaucoup avancé et on est capable de gérer du suivi de demande, du rapport automatisé. Il y a beaucoup d'automatismes qui vont nous permettre de centraliser tout ça et éventuellement de donner accès à ces informations ou aux informations que vous souhaitez via un portail client directement à votre donneur d'ordre ou à la personne avec qui vous aurez signé ce marché. C'est la raison pour laquelle on discute de ça aujourd'hui, c'est que ça fait vraiment partie des choses qu'on connaît bien, enfin que nos clients connaissent bien, parce que quand ils arrivent chez nous, ils nous disent oui,
il me faut un outil pour produire ce fameux marché d'ici après-demain, quoi. Donc, ça va que à la fois on est souple et qu'on est prêt. Mais voilà, donc nous, ce qu'on sert, on va servir à centraliser l'information. Donc, l'information, ça peut être de la demande client, du suivi d'incidents, du SAV, peu importe. Ça peut être de l'intervention et notamment produire tout ce qui va se passer sur le terrain via de la mobilité, parce qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont dans des situations où il n'y a pas forcément de 4G, etc. Ils ont besoin de pouvoir rédiger simplement les fameux rapports qui vont prouver la production de votre travail, enfin plutôt du leur, hein, avec de la photo, de la signature, des choses qui sont à la fois simples et traçables. Si dans 6 mois, on m'oppose quoi que ce soit, je suis capable de fournir automatiquement ce qui s'est passé le jour J. Voilà. Donc il y a cette partie-là, et puis derrière, on va gérer effectivement, comme le fait M. Carrère, du devis, de la facturation, de la commande, de l'achat. On va centraliser en gros beaucoup des besoins tout à fait terre à terre de l'entreprise. Donc voilà à quoi sert Organilog. J'espère que ça répond un petit peu à la question, pardon. J'espère aussi, mais peut-être avec les slides suivantes, ce sera un peu plus détaillé. Ouais. Je m'excuse. Ah oui, bah oui, alors ça c'est vraiment. Alors l'avis de passage, pourquoi, comment? À quoi sert l'avis de passage? Donc l'avis de passage est chez nous, alors va permettre déjà de rendre un humain plus intelligent, parce que jusque-là, il y a quelqu'un qui téléphone ou qui envoie un par un les emails hein, avec ses petites mains et malheureusement on n'exploite pas ses compétences. Et là-dessus, on va être capable de confirmer à l'avance, selon nécessité comme vous le préférez, le prochain passage auquel vous venez. Donc si vous êtes sur du préventif, ou si vous devez simplement informer votre client qui doit être là le jour où vous allez venir, on va envoyer l'avis de passage. Donc, ça va permettre déjà de donner une image professionnelle de votre entreprise. On prévient quand on passe, surtout quand les passages sont à 6 mois ou des choses, ou dans une entreprise dans laquelle ça bouge beaucoup, ça peut quand même éviter pas mal d'écueils. Voilà. Au niveau des rapports d'intervention, bon, bah, c'est la même chose. C'est pas le tout de bien travailler. On est quand même dans une situation où en 2021, à minima, on est capable de prouver ce qu'on a fait quand on est passé. Même la Poste fait signer de manière digitale. Donc, si vous en êtes encore au papier et que même la Poste l'a fait, interrogez-vous là-dessus parce que vraiment, ils sont pas toujours en avance. Bref, le rapport va permettre de sortir, j'ai une espèce de matrice que vous allez déterminer aux couleurs de votre entreprise avec les informations que vous souhaitez montrer dedans et qui va être automatiquement générée quand mon technicien aura rempli les informations. À partir de là, vous pouvez soit l'envoyer au client si vous le souhaitez, soit le mettre, lui donner accès via le portail client. Il y a plein de moyens de communiquer et de mettre en valeur le travail que vous avez, qui a été produit sur le terrain. Parce que c'est pas le tout de faire, c'est quand même dommage de ne pas montrer votre professionnalisme. Et au niveau du ticket, on est vraiment dans une problématique en général SAV. À quoi j'ai touché, pardon? Mais avant que tu n'avances, parce que là tu parles de rapport, d'avis de passage, etc., ça donne un peu l'impression d'une GED. C'est d'ailleurs une question qu'on a reçue. Est-ce que Organilog est une GED? Je précise, gestion électronique des documents, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que c'est une GED? Non. Alors, Organilog n'est pas une GED. Pour autant, ça va nous permettre de centraliser énormément de documents. Par exemple, sur un chantier, je peux avoir des documents qui sont préalables avec des explications sur ce qui va se passer, etc. Et puis des documents qui vont être ajoutés au fur et à mesure de l'avancée du chantier, des choses comme ça. Tout ça restera stocké au même endroit. J'ai aussi un endroit où je peux stocker, j'ai toute une arborescence que je peux construire avec des dossiers, tout ça. Pour autant, est-ce qu'on va aussi loin qu'une vraie GED pure et dure? J'aurais tendance à dire que non. Mais on fait le job. Oui, de toute façon, les GED font de la GED, ils font pas de la gestion d'intervention. Donc, oui. la gestion d'intervention ne va pas faire de la GED pure. Oui, ça dépend de ce que vous voulez en faire. C'est pas, voilà, faut essayer. Ça dépend du besoin. Mais pour un besoin simple, pour moi, ça répond sans difficulté et pour beaucoup de nos clients aussi, quoi. Du coup, je t'ai coupé. Tu voulais parler des tickets clics, mais le titre, il n'est pas assez explicite pour moi.
Est-ce que déjà Alors, tu peux c'est ça. nous C'est que, expliquer? alors, c'est ma petite passion dans la vie. Prochain webinaire, on a tous rendez-vous. Donc, les tickets, c'est le coup de fil, c'est le mail, c'est la totalité des problèmes que vous centralisez à chaque fois que vous arrivez au bureau. Et ça va me permettre de faire remonter les informations au même endroit. Là encore, je cherche à centraliser. Parce que demain, si j'ai un collègue qui est absent, parce que dans la vraie vie, s'il n'est pas disponible, de toute manière, je dois être en mesure, à minima, de répondre à mon client. Donc, les tickets vont me permettre d'avoir un suivi sur une demande. C'est-à-dire que quand on me dit j'ai un problème ou j'ai besoin d'un chiffrage, c'est n'importe quelle demande. C'est le cahier à côté du téléphone, c'est ce qu'on voit généralement dans les entreprises au départ. J'ai ce cahier à côté du téléphone et on va me dire oui, alors il faut rappeler le client, il faut programmer une intervention pour Madame Machin a besoin d'un chiffrage. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir les saisir une fois, voire automatiser dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un envoie un email à une adresse, automatiquement, ça va remonter dans le logiciel. Et à ce moment-là, ce ticket, je n'ai plus qu'à le prendre en charge et intervenir dessus. Donc, je vais rappeler la personne, je vais programmer mon intervention ou faire mon devis, mais sans aucune ressaisie. Le but, D'accord. et voilà. Et du coup, pour mettre en lien avec les appels d'offres, du coup, Ben alors, puisqu'on parle de ça, oui. en fait, c'est que je vais expliciter, enfin, dans mon dossier d'appel d'offres, ou une fois que j'ai gagné l'appel d'offres, en fait, mon client, il va pouvoir me faire une demande, en fait, automatique sur le portail, et ça va me créer un ticket, en fait, Et c'est une même demande en obligatoire, attente, oui, et il n'a pas dans besoin de certains, m'appeler, et il peut voir exactement. l'évolution de sa demande. Et il a Euh, une trace. Il a une oui. trace de la minute même à laquelle il vous l'a envoyé, à laquelle vous l'avez réceptionné. C'est-à-dire que c'est même, c'est carrément opposable. Dans le cas de figure où je suis sur un marché avec des collectivités sur Mhm. lesquelles je vais envoyer des gens sur le terrain pour garder en état certains lieux. Si j'ai de la Oui. dangerosité et qu'on me signale ça et que quelqu'un entre-temps se blesse, j'ai intérêt à pouvoir prouver que le passage a eu lieu, que l'information m'était remontée ou pas. Oui, Peu un peu comme importe. dans la vue qu'on a ici, là, on peut voir en cours, résolu ou pas. Ok. Mm, exactement. Alors, donc voilà. Et puis là, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que, alors, au niveau du portail client, les gens sont parfois surpris par le niveau avancé qu'on a avec le portail client, mais très honnêtement, pour voir des entreprises de tout profil, ça devient une norme. À Mm. notre époque, enfin, je veux dire, ça vous ferait bizarre en tant que client, si vous allez voir votre facture d'énergie, de ne pas pouvoir avoir de réponse sans envoyer une lettre à la poste, quoi. Dire, en tant qu'utilisateur, même moi, il y a des choses, ça me choquerait. Et apporter ce niveau de service au client, en dehors même de l'économie humaine, du vous pouvez me le renvoyer, je ne sais pas où c'est, ils sont autonomes. C'est là. C'est là. Et on est dans un cas de figure où on parle à des professionnels qui sont tout à fait capables de se prendre en charge pour aller sortir leur rapport ou faire remonter une demande. Et toujours en lien, du coup, avec les appels d'offres. Enfin, je viens du BTP, donc je vois direct le lien. C'est que, en fait, automatiquement, en fait, le client n'est pas obligé d'attendre la réunion de chantier, en fait, qui Oui. a lieu une fois toutes les 2 semaines, par Mm, exemple, mm, mm, ou une mm. fois par semaine pour savoir où en est son chantier, en fait. Il sait ce qui a déjà été fait et du coup, on gagne du temps pour la réunion aussi. Il sait que, bon, ça, c'est à jour. Du coup, on va peut-être parler plus des détails plutôt que de Et ça va reprendre. au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sait que l'information est disponible, on est sur un niveau d'attente qui est clair. Je veux te dire, tu as les informations là, on n'est plus en train de se demander si ça a été fait. Ça a été fait, vous Oui, avez pu le vérifier en amont. On n'est même plus en train de discuter de ça. On en oui. est à, enfin, c'est toujours la même chose, hein. Soit tu es devant, soit tu es en train de rattraper ce qui s'est passé derrière. Donc, ça, pour moi, c'est l'un des outils fondamentaux, mais fondamentaux euh, pour communiquer. Puis, on a remplacé le papier par l'email. Si on pouvait, c'est de la pollution, tout ça. Une fois que tu as 400 emails dans ta boîte mail, tu vas me dire que tu gagnes du temps ou pas. Je sais pas. En tout cas, un portail client peut permettre ça. Bah, ça fait une super transition vers le côté écologique que Ah oui, tu ça c'est. voulais aborder. Alors, l'écologie. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie dans un appel d'offres là tout de suite maintenant? Parce que ça, c'est un peu intéressant. Ah, je crois que tu as fait passer trop vite la slide. On n'a pas fini de Ah, c'est lire. plus là. Je sais pas si j'ai fait encore. Voilà, pardon.
Merci. Alors oui, je disais, pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie et pourquoi est-ce qu'on le met autant en avant? Laïa, normalement, c'est ton... En ce moment, c'est quand même à la mode, hein. On parle de Alors, pollution, de changement climatique. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que nos activités ont un impact direct sur l'environnement. Euh, le but d'Organilogue, en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est de supprimer le petit bout de papier, hein, que tout le monde a mm, mm. Alors, au on quotidien. a cette impression vue de l'extérieur, mais le petit bout de papier, dans la réalité, ramené à une année, on parle de centaines de tonnes de papier. C'est inimaginable. Et je pense que ça n'est actuellement pas quantifié. C'est réellement quelque chose de choquant. C'est un gâchis sans nom. J'ai vu des gens imprimer des feuilles pour les jeter à 10 heures le matin. À 8 heures, tu imprimes, à 10 heures, tu jettes. J'ai un exemple à te donner justement en rapport avec les appels d'offres. Je connais quelqu'un qu'en fait, ce qu'elle faisait, parce qu'elle ne maîtrisait pas trop l'outil informatique, c'est que chaque équipe projet, du coup, il y avait différentes personnes qui faisaient un appel d'offres et chacun remettait ses pièces à l'assistante qui devait remettre l'offre sur la plateforme électronique. Donc, on se dit chouette, tout est dématérialisé, mais sauf qu'elle ne savait pas faire les montages de PDF. Donc, ce qu'elle faisait, c'est Voilà. qu'elle imprimait tous les documents qu'elle reçoit pour ensuite les scanner. Donc, on parle de centaines et de centaines de pages. Et Ah, mais on ensuite, marche. direct à la poubelle. Ouais. Non, mais on Donc, marche sur voilà. la tête là-dessus, hein. Ouais, ouais. Il y a des aberrations aujourd'hui comme ça qui existent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui encore, on a besoin d'envoyer par courrier juste une feuille pour dire bonjour, on est passé chez vous, voilà, de telle heure à telle heure? Non. Et ça ne fait de toute manière plus, quels que soient les efforts que chacun puisse faire là-dessus, ça ne fait, à mon avis, plus partie des standards. Mm. Réellement. La dématérialisation, tout le monde nous bassine à la télé, ailleurs avec, c'est pas par hasard qu'on y arrive. C'est empiler de l'inutile, je vois pas où est le gain, quoi. Et l'écologie, si au moins on pouvait arrêter l'inutile, on y Et gagnerait, même hein. si on n'est pas écologique, en fait, honnêtement, ça fait gagner du temps. Ah, puis Même, des non-sens de trier des papiers. Moi, j'ai vu il y a moins de 2 semaines dans une entreprise, j'espère qu'elle se reconnaîtra, je lui passe le bonjour, une table dédiée. Alors, c'est une table qui fait 3 mètres, je pense, avec des petits dossiers comme ça à la queue leu qui représentent la chronologie, qui peuvent avoir de manière complètement digitale. Et c'était juste pour se rassurer. C'est ouais. quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Il existe des outils dont nous faisons partie pour pouvoir améliorer clairement. Puis on parlait d'une entreprise qui vient de se monter ou même pour des entreprises qui ont besoin d'effectuer cette transition vers d'autres usages. Franchement, ça vaut le coup de prendre 5 minutes et de s'interroger dessus de toute manière. Alors, je ne Il y a sais une pas. question que je n'avais pas vue, je suis vraiment désolée. Oui. On nous demande s'il y a des choses mises en place afin de réduire les délais de paiement dans l'attribution des marchés publics. Une question assez difficile, hein. C'est peut-être pour ça que mon cerveau l'a éclipsé. Alors, C'est dur redis-moi de ça. répondre. S'il y a des choses mises en place afin de réduire les délais de paiement dans l'attribution des marchés publics. Comment dire qu'on ne maîtrise pas trop le paiement, les finances des communes ou des choses comme ça. Alors déjà, c'est à la base d'éviter les ratages. Parce que enfin, pour travailler dans certains types de contrats cadres, de choses un petit peu compliquées, si jamais vous n'avez pas le format attendu par la personne, que ça ne peut pas être enregistré, qu'il manque une ligne en bas à droite, vous avez regagné de refaire tout le tour hein, et d'être à la queue leu derrière. Donc déjà, assurez-vous de connaître le format qu'on vous demande, peut-être. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, Laïa. Euh, Moi, de ce que j'ai compris de la question, enfin, je vais Oui. la répéter en tout cas, on me demande s'il y a des choses mises en place afin de réduire les délais de paiement dans l'attribution des marchés publics. Donc, je crois que la C'est une fois personne veut remporté. savoir. euh, oui, oui, mais Oui, je c'est ça. pense que la personne veut savoir peut-être, parce que des fois, dans les marchés publics, il y a des retards de paiement, hein.
Donc, je pense que la personne veut savoir s'il y a des choses mises en place afin de réduire ces délais-là. Donc, c'est ce que je disais, moi, je trouve que c'est compliqué pour nous d'y répondre parce qu'on ne maîtrise pas les finances publiques, parce que là, clairement, les appels d'offres publics, ça ne dépend que des infrastructures, mais tout ce que je peux conseiller, c'est que vous, de votre côté, que vous respectiez vos délais d'exécution, parce que pour ne pas qu'ils aient Ah oui. d'excuses en face pour allonger ces délais de paiement. Et Ah oui, du ne vous coup, mettez pas dans une situation où vous êtes vous en défaut, surtout pas. exactement. En aucun cas, continuez de produire. D'accord. Après, vous pouvez toujours manifester, hein, lancer une pétition, un truc comme ça. Des fois, ça marche. Faire une vidéo virale, je ne sais pas, ou Peut-être téléphoner à la bonne pas. personne. En tout cas, nous, compliqué pour nous d'y répondre parce qu'on ne maîtrise pas les finances publiques. Donc, se mettre Oui. juste faire son Après, travail avoir bien un comme il faut, interlocuteur. pas donner Mm. d'excuses. Je pense qu'on peut passer du coup au petit bonus. Oui, alors le petit bonus, ça va être pour la suite, hein. Donc, on vous souhaite plein de choses, de bien réussir. Et surtout, alors, Laïa, je te laisse faire. Oui, surtout pour les appels d'offres, il ne faut pas avoir peur d'y répondre en fait. C'est vrai que de loin, ça fait peur, comme la question qu'on a eue tout à l'heure de la jeune structure qui a 3 mois. Je vous souhaite beaucoup de réussite. En fait, il faut tenter. C'est comme le vélo, on tombe, on se relève, on repédale et au bout d'un moment, ça marche. Il faut Et il y a tenter. un très très bon indicateur là-dessus, c'est quelqu'un qui était là aujourd'hui et qui Ouais. s'est posé la question jusqu'au moment où il s'est dit mais comment je vais faire matériellement? Je vais chercher l'information, j'y vais, j'essaie, je recommence. C'est Je déjà fais la des bonne démarche, hein. partenariats, je mets toutes les chances de mon côté et je me renseigne, je fais de la veille. Voilà, j'essaie de monter en compétence au maximum possible. Je me mets à jour dans mon secteur d'activité. Je ne sais pas Ouais. dans quel domaine vous êtes, mais voilà, être à jour de ce qui se fait et savoir les chantiers en cours, comment ça se passe, s'il y a des demandes particulières. Et pour vous donner le plus de chances possible, Organologue vous offre un modèle de mémoire technique en fait avec Ah une oui, comme ça, tu auras tout sous la main. Oui, ça c'est bien. QHSE déjà pré-remplie et on vous laisse l'adapter à votre sauce et surtout à votre client. Et bien voilà, puis en plus comme ça, on parlait d'effets visuels avec notre invité tout à l'heure, il y aura tout, absolument tout le nécessaire à ce moment-là. Donc, on est arrivé à la fin de ce webinaire qui était un peu plus long que prévu, donc on s'excuse, on a un peu débordé. On vous remercie non seulement d'être venu, on remercie chacun des intervenants, cachés ou visibles. Donc, Monsieur Carrère de Veolia, Laïa qui est arrivée avec sa grande expertise et qu'on remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. Et le technique, n'est-ce pas, Cyril et Guillaume, pour avoir rendu tout ça possible. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera, à mon avis, consacré au ticket. À très bientôt. On reste disponible si vous avez des questions. Si vous voulez, voilà, vous trouverez nos contacts sans difficulté. À bientôt. À bientôt, au revoir.